Attendez, question que je vous pose sur ça. Et si les Américains disaient Poutine va attaquer parce qu'ils faisaient tout pour que Poutine attaque? Et donc c'était eux qui étaient en train de manipuler tout le monde. Et si c'était vrai? Alors pourquoi on limoge le patron de la DRM? Et si c'était vrai? Vous voyez? Eh oui! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Alain Juillet. Bonjour Alain Juillet, merci d'être chez nous. Un plaisir. Évidemment, comme il est coutume sur YouTube de le dire, je vous rappelle de vous abonner, de bien vouloir laisser un j'aime à cette vidéo ou évidemment la commenter. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Je vous laisse faire tout ça. On va commencer par un bref CV. C'est difficile de résumer en très peu de temps votre parcours, Alain Juillet, puisque vous avez commencé d'abord par le militaire, officier parachutiste. Vous intégrez ensuite le service action donc de la SDEC, l'ancêtre de la DGSE. Vous avez fait de l'économie, du renseignement. Si on fait un saut dans le temps, vous avez fini par animer une émission géopolitique sur RT France, qui a été fermée. Vous l'aviez rejoint en février 2020. Donc vous avez été directeur du renseignement à la DGSE en 2002 avant d'être nommé au responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre. Quand même, on va rappeler que vous avez été directeur général de Suchard, directeur du développement international du groupe Pernod Ricard. Vous vous êtes spécialisé dans le redressement d'entreprises en difficulté, le développement international, la gestion de crise. On le disait à l'instant avant de tourner, vous êtes également passé par Saumur avec France Champignon. Je rappelle quand même que vous êtes commandeur de la Légion d'honneur et chevalier de l'Ordre national du mérite. À titre militaire, à titre civil, vous êtes officier du mérite agricole, chevalier des palmes académiques et chevalier des arts et des lettres. Ça fait beaucoup de couleurs sur le costume. Oui, sur l'uniforme, plus que sur le costume, mais bon. Je ne sais pas exactement par où commencer. Alors je vais vous laisser peut-être le plaisir de choisir le passé, le présent, le futur. Qu'est-ce qui vous... Ce que vous voulez, moi, tout m'intéresse, parce que de toute manière, le présent, c'est la suite du passé, et ça prépare le futur. Donc il y a toujours quelque chose à dire sur chacun des domaines, chacune des étapes. Un des grands reproches que je fais aujourd'hui à la cancel culture ou à la woke culture, justement, c'est le fait qu'on nie le passé et qu'on ne regarde pas l'avenir. Lorsqu'on ne fait que regarder le présent, on se casse la figure. En vélo, quand vous regardez uniquement votre guidon, vous ne faites pas 10 mètres avant de tomber. Sauf Christopher Froome qui arrive à gagner le Tour de France en regardant son vélo quand même. Ouais, ça, c'est vrai. Là, lâchez les watts. Oh là là, mais c'est pas... Mais Lens, sors de ce corps. Pardon, non, mais dans ce cas-là... Non, mais vous avez raison. Dans ce cas-là, sur le présent alors, puisque nous préparons l'avenir, on va faire un petit tour de l'actualité internationale. Ça fait quelques mois maintenant que la guerre en Ukraine a commencé. On dit guerre ou on dit opération spéciale? Je vous dis ça parce qu'en préparant l'émission, on m'a dit attention, Alain Juillet est un pro-russe. Si je peux me permettre une provocation. Non, c'est-à-dire que je m'intéresse, bien entendu, je suis un ancien militaire, comme vous l'avez dit, je suis aussi un ancien du renseignement, donc une affaire comme l'Ukraine est une affaire passionnante, et à la fois non seulement par ce qui s'y passe, mais également par toutes les opérations d'influence et les manipulations de la population extérieure, des auditeurs, qui peuvent se faire à travers. Donc c'est passionnant parce que on a en vraie grandeur, on a une guerre, je dirais, classique, faite en vraie grandeur sur le territoire européen, dans lesquels il y a d'un côté un pays, la Russie, et de l'autre côté l'OTAN, qui utilise comme force pour le combat, qui utilise les Ukrainiens, comme les Américains avaient utilisé les Kurdes en Syrie, même chose. Et ça, mais en fournissant le matériel, bien entendu. Donc c'est très intéressant de voir ce qui se passe, comment ça se passe, et il y a plein d'enseignements à tirer pour tout le monde. Donc ce qui m'intéresse alors aussi, en tant qu'expert, comme vous disiez, c'est le fait que, et c'est très curieux, c'est qu'on regarde ce qui se passe en Ukraine et on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs, et qui sont des conséquences ou des composantes de l'affaire ukrainienne. Par exemple, pour donner un exemple, il y a moins de 15 jours, mais pratiquement personne n'en a parlé, un exercice militaire fait en Asie, qui s'appelle Vostok 2022, dans lequel il y avait 50 000 militaires russes, c'est-à-dire en gros un quart de l'effectif qui est actuellement en Ukraine, qui ont fait une manœuvre dans laquelle il y avait les Chinois, normal, ils sont associés, les Indiens, ce qui montre que les Indiens ne sont pas du côté occidental, mais il y avait aussi, par exemple, l'Algérie.
personne n'en parlait en France, que l'Algérie a participé à ça. Ce qui prouve que tout proche de chez nous, de l'autre côté de la Méditerranée, il y a un pays chez qui notre président a été il y a peu de temps, qui en définitive manœuvre avec les Russes et donc n'est évidemment pas d'accord avec ce qui se passe en Europe. Ça, c'est des choses intéressantes sur lesquelles il faut réfléchir, parce que la suite est complexe. D'accord. Donc sur le globe, on a plusieurs théâtres de conflictualité avec... et vous distinguez un ordre de priorité. Par exemple, vous parlez de l'Algérie, on voit que la Tunisie rejoint plus ou moins l'Algérie sur l'affaire du Sahara occidental par rapport au Maroc, dans cette conflictualité-là, dans laquelle l'Espagne est aussi un peu mêlée. Si vous voulez, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, ce qu'on a derrière, là, je vais peut-être choquer vos auditeurs, mais pour moi, l'Ukraine, alors c'est horrible, hein, avec tous les morts qu'il peut y avoir et tout ça, mais c'est un épiphénomène. Ce n'est qu'un petit élément d'un problème beaucoup plus sérieux et beaucoup plus grave à long terme, c'est le changement des équilibres internationaux. On est actuellement en train d'assister à la fin, ou au début du déclin plus exactement, des Occidentaux. On domine le monde depuis 1492, hein, depuis Christophe Colomb, et là, on commence à perdre pied. On commence à perdre pied au profit, alors bien sûr, de la Chine, qui est en train de continuer à monter, quoi qu'on en raconte, hein, mais à côté de la Chine, de l'Inde, qui va être la deuxième puissance mondiale en 2050, il ne faut pas l'oublier quand même, personne n'en parle, hein, et d'une Russie qui est en train de s'allier à la Chine et à l'Inde, c'est-à-dire, et quand on voit les sanctions qui ont été proposées par les Européens, incitées bien sûr par les Américains, mais mises en œuvre par les Européens, on s'aperçoit que ces sanctions, il y a 20 ans, quand les Occidentaux disaient « on va sanctionner quelque chose », tout le monde entier suivait. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a suivi les sanctions et qui applique les sanctions à part les Européens et les Américains? C'est simple, hein. Il y a l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, et puis c'est fini. L'Afrique, y compris l'Afrique francophone, elle dit « pas question ». L'Amérique du Sud, pas question. L'Asie, pas question. Ça veut dire que tous ces pays-là, et on voit à côté, excusez-moi, et le Proche-Orient, puisqu'on a vu dans la réunion de Shanghai de l'OCS qui s'est tenue il y a peu de temps, et puis on en parle pour les BRICS, pour la réunion du groupe des pays émergents, on voit l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, qui veulent rejoindre la Chine et la Russie et le Brésil. Et ça veut dire qu'en réalité, nous sommes en train de perdre pied par rapport à un monde qui change. Alors ça, c'est passionnant. Ça, c'est vraiment un vrai problème de fond. Et les Américains, on ne peut pas comprendre tout ce qui se passe actuellement si on ne tient pas compte de ça. Et donc de cette inquiétude américaine qu'on avait vue déjà sous Trump, mais d'une certaine manière, et dont on voit une autre forme de réponse avec Biden et les néoconservateurs, qui, eux, sont obsédés par la Russie, mais sans se rendre compte qu'en poussant la Russie dans les bras de la Chine, en réalité, on est en train de tuer l'avenir des Occidentaux. Enfin, moi, c'est ma conviction, et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Parce que je suis occidental et que c'est jamais drôle de voir le crépuscule d'une époque aussi extraordinaire que celle qu'on a pu vivre en 500 ans. Donc vous nous dites là, en tout cas, pour ma génération, plus que la vôtre, que notre avenir à nous... je vous conseille d'apprendre en particulier à manger du riz et à connaître les plats indiens. Parce que le monde est devenu, il faut savoir, on ne nous le dit pas assez, mais aujourd'hui, 50% de l'économie mondiale, plus de 50% est faite en Asie. Déjà, vous voyez? Alors, la seule chose qui nous reste, c'est la puissance militaire américaine. Mais tout le reste, ça y est, c'est fini. On a perdu. Hein, et donc, quand on bouge les bras et qu'on impose nos systèmes, en réalité, on n'est plus craint et on n'est plus écouté par personne. Ça, c'est un énorme problème. Et il faut qu'on en ait conscience. Donc, il faut apporter des réponses. Moi, je pense que la France a encore la capacité d'apporter des réponses, et comme les pays du sud de l'Europe, mais il faut à ce moment-là repenser beaucoup de choses. Et les causes de ce phénomène, si je vous écoute, en fait, quoi qu'on en dise, c'est la démographie. L'origine vraiment principale. La démographie et l'usure. La démographie, oui, pour les pays qui se développent.
l'usure d'une civilisation pour les nôtres. Donc pas d'un système économique, pas d'un système financier, Attendez, mais d'une civilisation. Quand vous entendez dans un pays comme le nôtre quelqu'un qui vous dit qu'on a droit à la paresse, vous pouvez dire que c'est le début de la fin. Sandrine Rousseau. Oui, mais c'est le début de la fin. Oui. Parce que, vous savez, moi je disais, il y a 30 ans, je connais bien la Chine. Hein, j'étais en Chine depuis... j'ai commencé mon premier voyage en Chine, c'était en 65, 66. Donc vous voyez, ça fait un bout de temps. Hein, et je suis revenu régulièrement. Et je me souviens, je disais aux gens, quand on me disait la Chine, oh, la Chine, je disais, attendez, n'oubliez pas une chose. Nous, on travaille 35 heures, les Chinois dorment 35 heures et travaillent tout le reste du temps. La messe est dite, vous allez perdre. Ben, on y est. D'accord, mais c'est la force travail, c'est la culture de ces pays-là, ou c'est un c'est système économique, financier et militaire qui est à bout de souffle? Regardez les Asiatiques, regardez les Vietnamiens, regardez ceux qui sont en France. Mais dans ce cas-là, pourquoi que maintenant? Non, mais ça a toujours été ça. Mais ce qu'il y a, c'est que c'était des peuples qui avaient été, avec les guerres, qui avaient été cassés à un certain moment. La Chine était la première puissance mondiale jusqu'en 1700 et 1750. Hein. Bon. Mais après, c'est les Européens, les Occidentaux qui ont mis en l'air la Chine. Maintenant, la Chine, elle attaquait personne, elle n'était pas agressive, elle vivait dans son coin, là-bas, ça se passait très bien. C'est nous qui sommes allés faire la guerre chez eux, c'est pas eux qui sont venus chez nous. Hein. Et c'est ça. Et si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les pays asiatiques, il y a un truc qu'on oublie toujours. Mais là, tous les Asiatiques vous le diront. Les enfants, en Chine, au Vietnam, ou ailleurs, hein, les enfants, il faut qu'ils réussissent mieux que les parents. Donc les parents se saignent toute leur vie. Ils se donnent du mal, ils poussent leurs enfants pour qu'ils travaillent. Si vous voulez, la réussite sociale passe par les enfants. Au-delà de la réussite personnelle, c'est la réussite des enfants qui compte, dans tous ces pays-là. Hein? Bon. Et ensuite, d'ailleurs, les enfants le rendent en s'occupant de leurs parents quand ils deviennent vieux. C'est pour ça que le concept de l'EHPAD à l'européenne, c'est inconcevable en un pays asiatique. Inconcevable. Parce que pour eux, c'est la honte absolue. Ou même dans les pays arabes. Ouais. Abandonner ses parents, c'est la honte absolue. C'est impensable. Parce qu'on leur doit tout. Parce que c'est eux qui ont permis, en investissant sur les enfants, de faire que les enfants ont mieux réussi que les parents. Donc on est dans une logique qui est totalement différente de la nôtre. Mais cette logique-là, eh ben, elle fait que les gens réussissent. Ils travaillent, ils font avancer les choses, ils font avancer les sociétés. Hein? En Chine, au Vietnam, en Thaïlande, à Singapour, il n'y a pas de chômage. Parce que les gens travaillent. Il n'y a pas de secret. Bon, là, on a fait un bond dans le passé, mais puisque vous êtes sur la partie est de la carte du globe, l'Asie, c'est intéressant parce que c'est le foyer de l'intelligence économique au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Avant même les Américains, les Japonais se rendent compte qu'il serait intéressant de faire une synergie au niveau des grandes entreprises et des industries pour pouvoir peut-être s'organiser et être performant et compétitif dans la nouvelle ère mondiale de la globalisation. Ma question, elle est pas là, c'est plutôt une transition. Les Américains s'y mettent, les Européens s'y mettent tardivement, et la France très tardivement. On parle des années 90, 95, presque même 2000, jusqu'à vous en fait. Vous êtes un peu le pionnier de l'intelligence économique française. Comment expliquer ce retard? Comment est-ce qu'on a pu oublier de faire ça, de s'organiser au niveau des entreprises? Et surtout, moi, en préparant cet entretien, ce qui m'a un peu choqué, c'est que, et vous le dites dans le travail que vous avez fait, les entreprises françaises n'y croyaient pas. Pas forcément. C'est-à-dire que vous leur disiez attention à l'ingérence extérieure, attention à la compétition internationale, attention au vol de nos ingénieurs par des grands groupes, au rachat, au machin. Et on ne vous croyait pas. Ça ne nous arrivera pas. Oui. Ouais, c'est parce que c'est une question de mentalité, si vous voulez. Dans un pays comme la France, quand vous regardez comment ça se passait, les gens pensent que quand vous sortez d'une grande école, et surtout si vous êtes bien classé, vous êtes génial à vie. Vous êtes bon toute votre vie. Bon. Et que par le simple fait que vous êtes bon au départ, eh bien vous allez réussir. Donc quand vous êtes sorti de Polytechnique, ou de ce que vous voulez, d'une très grande école, et que vous allez faire un produit, c'est forcément un produit excellent, puisque c'est vous qui l'avez conçu, et vous avez été formé pour le faire. Le problème, c'est que ce qu'on appelle l'arrogance française, entre parenthèses, les étrangers appellent l'arrogance française.
Quand vous allez à l'étranger, mais vous allez vous trouver avec votre produit génial face à des gens qui ne sont pas du tout comme vous. D'abord, votre produit, il est peut-être génial pour la France, mais il n'est pas génial pour les pays étrangers, parce qu'il n'est pas adapté aux problèmes locaux. Et ça paraît pas, mais ça compte. Hein. Ensuite, vous allez dire, oui, mais il est parfait, je le vends tel prix. Ah oui, mais il y en a un autre à côté qui va vendre un produit qui est à moins cher. Alors vous allez dire, oui, mais il est moins bon. Peut-être, mais comme les gens n'ont pas d'argent, c'est l'autre produit qu'ils vont acheter. Et à ce moment-là, vous découvrez l'importance de ce qu'on appelle, nous, le renseignement économique, l'information économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais il y a déjà longtemps, hein, il faut, si vous voulez réussir sur un marché, il faut avoir des informations. Informations sur les produits, sur le marché, sur les concurrents, sur les lois. Il y a plein de choses, si vous voulez. Et une fois que vous avez ces informations, alors vous, le manager, le directeur, le spécialiste de la stratégie ou du marketing, vous pouvez construire quelque chose. Mais si jamais au départ, hein, vous n'avez pas ces informations, ben vous allez être battu. C'est tout le problème, c'est tout le problème de fond. On a besoin désespérément d'informations. Alors, les Japonais, comme vous le citiez, ça a été effectivement à la fin de la guerre, problème du Japon. Tout était détruit au Japon avec les bombes atomiques, les bombardements. Ils n'avaient plus beaucoup de gens. Bon, c'était une catastrophe. Le pays était à l'agonie. Bon, ils se sont dit, on va relancer le pays. Comment on va faire? Ben, il faut qu'on reconstruise une industrie. Mais entre-temps, les autres ont progressé. Donc il faut qu'on sache où en sont les autres. Alors ils ont utilisé leur société commerciale, les Sogo Shosha. Dans tous les pays du monde, ils ont rouvert des filiales des sociétés japonaises. Et ils ont mis des Japonais avec une mission très simple. Hein. Renseignez-vous sur tout ce qui marche bien et tout ce qui est inventé d'intéressant dans le pays. Et tous les jours, les types, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Hein. C'était avec le Telex, hein, donc l'ancêtre de... Hein. Ils envoyaient des messages au Japon et les Japonais, l'État japonais faisait des synthèses qui redistribuaient leurs industriels. Et on a vu, ça a été une réussite formidable. Le Japon, qui était à genoux en 1945, en 1975, c'était la deuxième puissance mondiale économique après les États-Unis. Ce qu'il y a, c'est qu'après, ils se sont bloqués. Ils sont bloqués parce que la culture japonaise a repris le dessus par rapport à une vision américaine des choses. Ça a été... mais ils ont été très très bons. Et les Russes ont fait, eux, de l'espionnage économique. Il ne faut pas l'oublier, pendant toute l'époque derrière le rideau de fer. Hein, souvenez-vous en France de l'affaire Farwell, on en a beaucoup parlé avec l'affaire d'espionnage Farwell. Les Russes cherchaient toutes les informations en France sur des choses pointues, de manière à pouvoir ensuite les refaire chez eux. Et comme ça, on les a vus copier le Concorde, ils ont copié quantité de choses. Hein. Bon, c'était le même principe. Ils allaient à la recherche d'informations. Mais à l'époque, ça, c'était de l'espionnage. C'est-à-dire qu'on cherchait des informations, on les récupérait. Hein. Les Chinois le font aussi maintenant. Hein. On prend. Mais la différence avec l'intelligence économique, c'est que dans l'intelligence économique, on ne va pas seulement regarder le produit qu'on va copier, hein, on va regarder ce que font les produits que font les autres pour voir si on est meilleur. On va se positionner différemment par rapport aux autres, mais surtout ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder non seulement les concurrents, mais le marché, les consommateurs, l'État, les tendances lourdes et ainsi de suite. Donc on va aller beaucoup plus loin dans l'acquisition et le traitement de renseignements, qui fait qu'après, on va comprendre les choses et on va être plus efficace. C'est ça le truc. Or, c'est vrai que là, on n'était pas du tout prêt à ça. Et même encore aujourd'hui, on a du mal. Il ne faut pas croire. En France, on a encore du mal. La preuve en est le nombre d'entreprises rachetées par les groupes américains. Mais, entre autres. Mais pas que par les Américains, par les Chinois et par plein d'autres. Ouais. Hein. On fait racheter plein d'entreprises parce qu'on ne sait pas. D'une part, l'État n'a pas toujours, quand je dis pas toujours, c'est gentil, hein, n'a pas toujours identifié les secteurs d'activité qu'il faut aider, en mettant les moyens nécessaires, mais d'autre part, parce que les entreprises, quand elles ont du mal à trouver des financements ici, quand vous avez un Chinois ou un Américain qui vous dit « moi j'achète, je vous mets ça », le chef d'entreprise qui tire la langue, il accepte, et puis c'est fini, on a perdu tout. Peut-être qu'on pourrait vulgariser un peu ces concepts-là, intelligence économique, renseignement. Si je ne m'abuse, l'intelligence économique, grossièrement, c'est l'application des étapes du renseignement. L'intelligence économique, ça va être le recueil et l'analyse
de tout ce qui peut être utile à un décideur pour prendre une bonne décision stratégique. En gros, c'est ça. Hein. Alors ça va varier selon les métiers, selon les activités. À chaque fois, il va y avoir une adaptation. Mais plus vous aurez d'informations et plus vous serez efficace. C'est clair. À condition de les traiter et à condition de les traiter, de les analyser, de ne pas se tromper. C'est le cycle du renseignement qu'on applique à l'économie. Bien entendu. Sauf que, si je ne m'abuse, l'intelligence économique n'est pas illégale. Ah ben bien sûr, parce qu'on fait pas. C'est pour ça que tout à l'heure je faisais la différence avec l'espionnage. C'est que l'intelligence économique, vous n'avez pas besoin de faire de l'espionnage, et encore plus aujourd'hui, puisque avec les nouveaux moyens, avec le numérique, avec tout ce qui circule sur la toile, dans les réseaux sociaux et partout, vous avez 95% de l'information sur n'importe quoi. Donc c'est pas la peine de risquer une entreprise, des problèmes et des procès, hein, et une dégradation d'image en faisant de l'espionnage alors que vous avez pratiquement tout à portée de la main. Donc oui, aujourd'hui, on peut faire de l'intelligence économique avec des moyens légaux et ça marche très bien. Et il y a plein de pays et plein d'entreprises qui savent le faire excellemment. Au-delà de l'intelligence économique, là vous soulevez un phénomène qui vraiment à l'avenir va prendre encore plus d'ampleur. La quantité exponentielle d'informations qu'on peut trouver sur Internet. Aujourd'hui, quand on fait du renseignement, les sources ouvertes peuvent presque suffire. Oui, mais c'est ce que je vous disais. En gros, 95% de l'information sur n'importe quoi est disponible. Il suffit de savoir le chercher. Donc le problème, c'est comment faire pour aller chercher l'information. Et là, il faut connaître où on trouve les banques de données, les informations, les réseaux, enfin, tous les moyens assurés pour aller où sont stockées les données. Hein. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a des logiciels remarquables, il y en a un peu partout, qui permettent d'aller très vite, très loin, et de récupérer des quantités d'informations. Alors après, bien sûr, le problème que nous avons, c'est que par rapport à il y a 20 ans ou 50 ans, c'est qu'on est noyé sous la masse d'informations, alors qu'avant, on n'en avait pas beaucoup. Donc ça, c'est un autre problème. Si on l'a changé aujourd'hui, l'analyste, si vous voulez, son problème, c'est vraiment de sélectionner les bonnes informations, enfin, les plus pertinentes, c'est pas les bonnes, c'est les plus pertinentes des informations dont il dispose. Donc la difficulté, c'est de faire le bon choix, voilà. Et cette masse d'informations ne va pas décroître, et on va en plus y ajouter des fausses informations, volontaires. Alors oui, alors ce qui est la nouveauté, mais là c'est depuis une dizaine d'années, c'est effectivement la manipulation de l'information, c'est-à-dire que dans l'économique, les gens vont balancer de fausses informations qui vont dégrader l'image d'un concurrent. C'est pas très joli, c'est pas éthique, mais ça se fait couramment. On va manipuler les consommateurs, hein, les auditeurs, les spectateurs. On va les manipuler en lançant des informations qui vont les faire changer d'avis, évidemment dans le sens qui est, je dirais, celui que se souhaite celui qui a monté l'opération. Alors, on le voit dans l'économique, et bien entendu, alors on le voit au niveau des États, où aujourd'hui, on est dans la manipulation permanente, dans les opérations d'influence permanente. Là, l'Ukraine est un exemple extraordinaire de manipulation dans tous les genres. Hein, où là aussi, il faut bien voir, dans l'Ukraine, ce qui est intéressant, c'est que, alors nous, on est dans un camp occidental, et la manipulation, l'influence fait que on crée de plus en plus, on charge le mal, l'ennemi, si vous voulez, hein, c'est Star Wars. Hein. L'autre en face, c'est le monstre absolu qui a tous les défauts et tout. L'Empire du Mal. Oui, l'Empire du Mal, c'est Star Wars. Et on perd la notion de la réalité, du réalisme. Et par contre, de notre côté, nous, on est merveilleux, on est extraordinaire, on ne fait jamais une faute. Hein. En gros, si vous voulez, on refait ce qu'on a fait, ce que les Alliés ont fait à la fin de la guerre au procès de Nuremberg, où on a condamné et on a exécuté les Allemands, les chefs allemands, en disant que vous avez commis des crimes et des monstruosités, mais on n'a absolument pas condamné les monstruosités qu'on avait fait de notre côté, parce qu'on en a fait aussi. Et Nuremberg a échoué au Japon. Hein, et Nuremberg n'a marché qu'en Allemagne, puisque au Japon, exactement, l'Allemagne, si vous voulez, le principe, c'est malheur au vaincu. Ouais. Le vaincu a tous les torts, et le vainqueur, c'est le vieux principe classique. Hein. Voilà. Et on l'a fait dans plein de choses. On l'a fait regarder la Cour pénale internationale, regarder sur l'Afrique. Elle a condamné que des Africains. Elle n'a jamais condamné les pays européens ou occidentaux, alors qu'on en a fait des choses qui n'étaient pas bien non plus. Hein,
C'est la conséquence de la doctrine américaine qui est de faire croire au monde qu'on a des États voyous. C'est quand vous parlez de Star Wars. C'est ça, c'est le rock country, c'est ça, c'est le concept qui a été lancé à l'époque des rock country, des États voyous. Hein, c'est l'autre en face est un État voyou. Et en plus, je vais le charger de tous les mots. C'est René Girard, le philosophe, qui expliquait ça dans le cadre de son livre sur le bouc émissaire. On va le charger l'autre de tous les mots parce que ça permet de se dégager. Regardez en France aujourd'hui, par exemple, c'est fascinant. Hein, les problèmes énergétiques. La Russie approvisionnait la France en gaz pour 3%. 3%, on les amortit sans problème. Donc, sur le plan français, il y a 4-5 ans, hein, on n'avait aucune raison d'avoir des coupures, d'avoir des problèmes et d'avoir l'électricité qui montait. Mais on a décidé de supprimer les centrales nucléaires, on a décidé de jouer à fond les énergies nouvelles en les surpayant. Hein. On a pris du retard sur les réflexions, hein, les améliorations ou les carénages, comme on dirait, hein, des centrales parce que on n'avait plus d'argent puisque l'État avait pris des dividendes trop importants. Résultat de l'opération, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ben, on va avoir des coupures d'électricité alors que ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. N'empêche que tout le monde dit que c'est la faute de l'Ukraine. Ben, bien sûr. Parce que tout le monde s'en lave les mains. C'est quoi? C'est les technocrates européens qui veulent faire passer la patate chaude Oui, mais c'est-à-dire qu'on charge. C'est le principe du bouc émissaire. L'autre, on a des problèmes, mais comme on ne veut pas les reconnaître parce que ce sera ennuyeux, on dit c'est l'autre qui a tout fait et l'autre, il faut le tuer. Et en le tuant, ben évidemment, à ce moment-là, le bonheur reviendra. C'est intéressant ce que vous dites parce que quand on regarde la composition médiatique aujourd'hui sur voilà, tous les experts qui passent à la télévision pour nous expliquer le conflit en Ukraine, on a quand même voilà, une opinion majoritaire qui est de condamner Poutine et de soutenir Zelensky. Oui, mais attendez, mais... L'indépendance française et le côté gaullien des choses, oui, la vision gaulienne des choses, elle a disparu. De Gaulle ne serait pas tombé dans ce travers. De Gaulle, c'était autre chose. Vous êtes une des rares figures qui dit attention, il faut regarder des deux côtés, il faut être neutre, il faut... Mais bien sûr. Alors comment on fait ? Le renseignement, alors là, moi c'est un homme de renseignement qui vous parle. Le renseignement implique d'être le plus neutre possible pour regarder froidement la situation. Si vous commencez à vous laisser influencer ou manipuler, vous ne pouvez pas avoir une vision juste. Vous voyez ? Donc, mais alors, ça veut dire que c'est difficile par moments, parce qu'il y a des moments où, spontanément, émotionnellement, on réagit en disant c'est scandaleux. Bon, il est évident que Poutine n'aurait pas dû déclencher... Alors, une fois je vous dis ça, moi, Poutine n'aurait pas dû déclencher la guerre en Ukraine, en tout cas pas dans ces conditions-là. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième que je suis obligé d'ajouter, c'est que les Américains ont tout fait, hein, en poussant les Ukrainiens pour que ça se passe. Donc là, déjà, on commence à pondérer, si vous voulez. Ensuite, on s'aperçoit que depuis 2014, tout a été fait. Les Américains ont surinvesti, ont préparé, avec des gens de l'OTAN, ont préparé l'armée ukrainienne pour faire la guerre. Bon, on s'aperçoit ensuite que les Français, avec les Allemands d'ailleurs, hein, on a signé les accords en 2014-2015 de Minsk 1 et Minsk 2, où on devait faire la paix entre les Russes et les Ukrainiens, et nous avons été incapables, jusqu'à maintenant, d'empêcher que les Ukrainiens ne respectent pas les accords de Minsk. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est nous qui sommes responsables, ce n'est pas les autres. Et pourquoi ? C'est parce que les Américains derrière poussaient les Ukrainiens en disant « surtout pas, il ne faut pas faire ça ». Mais d'un autre côté, il y avait déjà la Crimée. Mais il y avait eu le coup de la Crimée, mais quand on connaît... Alors, si je continue, parce qu'à chaque fois, il faut ajouter des briques, si vous voulez. C'est comme un puzzle. Hein. La Crimée, tout le monde sait que la Crimée, elle est russe. Elle n'a jamais été... Et en plus, vous avez la base de Sébastopol, qui est la plus grosse base, avec Mourmansk, la plus grosse base russe, hein, militaire. Ils n'allaient pas laisser partir une base militaire du côté de l'OTAN. Ouais, c'est évident, c'est évident. D'ailleurs, et je vais vous dire, et quand oui, pour vous montrer, on pourrait faire ça pendant des heures, hein, mais ce qui est intéressant, c'est, bon, la guerre éclate 2 mois après. Bon, les Russes, alors je ne parle pas de la première opération loupée des Russes, hein, ils ont essayé de prendre Kiev parce qu'ils étaient erreur de leur service de renseignement, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils pensaient qu'en 3 jours, Kiev allait tomber. Bon, Kiev tombe pas. Et Zelensky, d'ailleurs, là, se révèle à la surprise générale un chef de guerre.
Après, on peut parler de la manipulation de l'information qu'il pratique tout le temps, mais c'est un chef de guerre. Il se révèle un chef de guerre, et quand on lui dit on va vous sortir de Kiev parce que le gouvernement va tomber et que vous allez être écrasé, il dit non, non, moi je reste, j'ai pas besoin d'un taxi. Bon, ça c'est bravo. Bon, les Russes se plantent et réussissent pas à prendre Kiev, clair, hein, et du coup ils se recentrent sur ce qui était l'objectif majeur, qui était le Donbass. Bon, jusque-là, tout est clair. Ils commencent sur le Donbass. 2 mois après, ils se réunissent près d'Ankara dans une station balnéaire. Il y a les Russes et les Ukrainiens et les Turcs qui contrôlent. Bon, qu'est-ce qu'ils disent? Ils se mettent d'accord. On n'en parle pas en France de ça, et pourtant, ils se mettent d'accord sur un traité de paix. 2 mois après le début de la guerre en Ukraine, où ils disent, il faut le savoir, les deux départements, enfin les 2 zones, les 2 provinces russophones, elles seront indépendantes ou pratiquement. Bon, la Crimée, on l'oublie, et l'Ukraine devient neutre. Garantit la neutralité de l'Ukraine. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça revient chez les Russes, qui sont d'accord, bien sûr, et ça revient chez Zelensky, et là les Américains et Zelensky disent non, on ne veut pas la paix. Qu'est-ce que demandaient les autres? La neutralité et que les 2 provinces russophones soient indépendantes dans la mesure où il y avait eu depuis 2014, par notre faute, il y avait eu la guerre dans ces 2 provinces. Vous savez, il faut... Alors, bon, je vous dis, on peut... Alors, bien sûr, quand je vous dis ça, vous allez me dire « Ah, mais comment vous défendez ?» Je défends personne. Moi, je dis les Russes ont fait une erreur de faire cette guerre. Toute guerre est une catastrophe. Ils se sont plantés à Kiev. Ils ont sous-estimé l'appui américain. Ils sont complètement trompés sur l'appui américain qui serait donné aux Ukrainiens. Ça, c'est clair. Hein. Par contre, sur les sanctions, ben, excusez-moi, résultat des sanctions après 1 an, enfin pas 1 an, même pas 1 an d'ailleurs. Hein. Bon, résultat des sanctions, vous l'avez vu. Hein. L'euro a baissé de 20%, le dollar est stable et le rouble russe a monté. Et qui s'est trompé? Moi, je ne suis pas masochiste. Si jamais on me dit... hein, moi, quand j'ai entendu notre ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'économie dire on va mettre les Russes à genoux, eh ben, pour le moment, c'est nous qui sommes à genoux. Et quand cet hiver, il y aura des coupures d'électricité, c'est nous qui serons à genoux. Hein. Alors, il faut peut-être se poser des questions. Et là, je reviens à ce que je vous disais au début. L'homme du renseignement, l'homme d'intelligence économique, il doit regarder tout de manière absolument froide, sans être partisan ni d'un côté ni de l'autre, surtout pas. Il regarde et il essaie de comprendre. Et après, c'est aux politiques de faire sa stratégie, parce que lui a d'autres objectifs. C'est ça le truc. Bon, tout le monde sait que les Américains veulent pas, les démocrates américains, tout le monde sait qu'ils veulent pas faire la paix en Ukraine. Très bien. Est-ce que nous, on doit suivre les néoconservateurs et les démocrates américains? Ça, c'est un autre problème. Mais moi, je ne dis pas que c'est bien ou mal. C'est aux politiques de décider. Mais par contre, ce que je dis, moi, c'est qu'on doit être informé sur la réalité de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et là, eh ben, évidemment, c'est pas vrai. On ne nous raconte pas la vérité. On va rappeler d'ailleurs que les démocrates américains font beaucoup plus, voire même quasiment dans la majorité des cas, plus la guerre que les républicains. Ah, toujours. Quand on regarde, si vous regardez, à part Bush, dans l'affaire, parce qu'il y avait eu les Twin Towers, hein, l'attaque contre les Twin Towers à New York. Mais en dehors du cas de Bush, toutes les guerres ont été lancées chez les Américains par les démocrates. Ça, il faut le savoir. Et ça, on l'entend vraiment pas. On n'en parle pas. Ah oui, mais on n'en parle pas de même. Mais pourtant, vous savez, les Américains, on n'en parle pas. Mais les Américains, ils ont lancé, quand vous regardez les guerres directes ou indirectes qu'ils ont faites depuis 1945, il y en a eu plus de 50. Ils n'en gagnent pas. Enfin, ils n'ont pas gagné une seule. Non. Mais en réalité, ils montrent leurs muscles, si vous voulez. Alors maintenant, ils ont trouvé les systèmes en Syrie, hein, les grandes batailles, Mossoul et tout ça qui sont là. C'est les Kurdes qui se sont faits, c'est les Américains qui ont payé les Kurdes en leur disant « vous en faites pas, après vous aurez votre territoire ». Et puis une fois qu'ils ont conquis Mossoul et qu'ils se sont fait massacrer en prenant la ville de Mossoul ou Raqqa, après les Américains ont laissé tomber les Kurdes. Ils ont abandonné. Alors que les qui avaient... Là, moi, ce qui m'inquiète dans l'affaire ukrainienne, c'est la même chose. Moi, je pense que les Ukrainiens servent aujourd'hui de chair à canon
aux Américains dans les objectifs politiques américains. Mais ce que je crains, c'est que le jour où il y aura d'autres intérêts, eh bien, c'est qu'on laisse tomber les Ukrainiens. Et là, on s'apercevra qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts ukrainiens pour pas grand-chose. Alors ça, on est responsable quand même. Et peut-être aussi des jeunes soldats russes pour pas grand-chose non plus. Mais pareil, mais je vous ai dit que moi je trouve qu'on n'aurait jamais dû faire cette guerre. Mais je comprends aussi, et là c'est l'homme de renseignement froid qui regarde ça, je comprends aussi que quand M. Zelensky, 5 jours avant le début de la guerre, à Munich, à la conférence de Munich, sur la sécurité, dit « je veux rentrer dans l'OTAN et je veux la bombe atomique », les Russes, qui sont à Sébastopol, à 300 km d'Odessa, le grand port ukrainien, je comprends qu'ils s'inquiètent en disant « mais si l'OTAN est installée à Odessa, à 300 km de ma base de Sébastopol, qu'est-ce qui se passe ?» Et je vous rappelle que, là vous étiez il y a très longtemps de ça, mais quand il y a eu la crise de Cuba entre Khrouchtchev et Kennedy, il y avait 300 km entre Cuba et la Floride, et les Américains ont failli faire la guerre nucléaire mondiale, parce qu'ils ont dit aux Russes, et pas question que vous installiez à 300 km de nos bases en Floride. Tiens, 2 poids, 2 mesures. C'est intéressant parce que, avec la présidence Trump, les États-Unis ont tenté de redéfinir un nouvel ennemi oui, la Chine. Absolument. Et finalement, on est revenu... Alors, est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est juste la conjoncture du temps? Excusez-moi, qu'Obama avait commencé. Oui, bien sûr. Obama avait commencé à dire, tout doucement, le véritable ennemi, c'est la Chine. Alors, Trump, lui, a carrément été en disant, il faut faire la paix avec la Russie, ce que les gens oublient maintenant. Il faut faire la paix avec la Russie. C'est un ennemi, hein. La Russie n'est pas notre ami, c'est un ennemi, mais il faut faire la paix avec... Parce qu'il faut qu'on puisse faire la guerre contre la Chine sans être ennuyé ailleurs. Donc l'ennemi classique russe était en train de basculer vers l'ennemi, vers le prochain ennemi chinois. Et ça va être très intéressant de voir au mi-terme, il y a les élections américaines en novembre, le mi-terme, tout indique actuellement, les sondages indiquent que les républicains auront 22, 23 sièges de plus que les démocrates. Si ça peut changer les sondages, on peut se tromper, hein, mais si c'est vrai, ça va être très intéressant de voir la nouvelle politique américaine au niveau international, en particulier en Ukraine, qu'imposeront les républicains. Parce que les républicains n'ont pas du tout la même vision que les démocrates sur le problème ukrainien et sur le problème de la suite. C'est clair. Parce que c'est une question de désigner son ennemi. Vous êtes de ceux qui pensaient qu'avec Trump comme président, Poutine n'attaque jamais l'Ukraine? Ah, je pense qu'il n'y aurait pas eu la guerre. Ouais. Je pense qu'ils seraient expliqués, ils auraient négocié, ça aurait choqué tout le monde, ils auraient trouvé un deal, comme font les Américains, hein. Ils auraient trouvé un deal en disant toi tu prends ça, moi je prends ça et on fait ça. Vous le savez mieux que moi, dans les réunions diplomatiques, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse les dirigeants auxquels on a affaire, le caractère et le comportement. Oui. Est-ce que vous pensez que Trump, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, ce caractère-là, c'est un peu agressif, c'est très basé sur l'ego, sur l'instantané, on l'a vu avec la tweetocratie qu'il a mise en place. Ouais. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce caractère-là qui aurait pu pacifier un peu le monde? Alors, ou alors est-ce que vous voulez, moi je suis pas amoureux de M. Trump. Non, mais je précise tout de suite pour nos auditeurs. Je suis pas un amoureux de Trump dans la mesure où je pense que par moment il a un comportement absolument insupportable. Par rapport à ses alliés, par rapport aux autres, c'est vraiment effrayant. Même vis-à-vis de l'OTAN? Oui, entre autres. Mais, on l'a, je crois, en France, vous savez, je me souviens, moi, à l'époque, il y a très longtemps, c'était quand Reagan a été élu président. Le Monde, qui était à l'époque le journal de référence en France, avait dit un acteur cow-boy de série B, en disant vraiment minable. Et puis maintenant, l'expérience montre que c'est Reagan qui a fait tomber l'Empire soviétique. Bon, excusez-moi, respect pour M. Reagan. Grâce à Star Wars. Ouais, voilà. Moi, je dis bravo, respect à monsieur Reagan. Il a trouvé la clé. Hein. Alors certes, on vous dit il y a le pape, mais comme disait Staline, le pape, combien de divisions? Donc il faut pondérer. Hein. C'est bien les Américains qui ont fait tomber l'Union soviétique. Bon, et c'est Reagan. Bon, et son équipe. Bon, donc c'est intéressant. Bon, le Trump...
on parle jamais, en France, jamais, moi je trouve ça incroyable, on parle pas qu'il a réussi avec son gendre un coup extraordinaire au Moyen-Orient, il a installé les conditions de la paix au Moyen-Orient avec les accords d'Abraham. Je vous rappelle, l'accord d'Abraham, c'est un accord dans lequel les Israéliens ont signé un accord de paix avec les Émirats, avec le Koweït, avec Oman, avec... bon, il y avait déjà la Jordanie, on y a rajouté le Maroc, et ça aide bien le Maroc aujourd'hui, alors que nous, on s'est brouillé avec le Maroc, mais le Maroc maintenant joue la carte américaine. Hein. On voit bien que, bon, il a réussi un coup de maître, parce que même l'Arabie Saoudite a dit, le MBZ a dit, moi je ne peux pas signer un accord pareil parce que je suis le gardien des lieux saints, or Jérusalem est un lieu saint du monde arabe, mais je suis d'accord pour qu'on y voit. Et il y a actuellement des Israéliens qui vont en Arabie Saoudite régulièrement, ça y est. Bon. On ne se rend pas compte de ce bouleversement au niveau du monde arabe. C'est bien et bien Trump qui l'a fait avec sa méthode, en menaçant les uns, en engueulant les autres, en rompant et tout. Et je fais partie de ceux qui disaient qu'il allait trouver une solution avec les Iraniens. C'est clair. Il y avait la Corée du Nord aussi. Hein? Il a essayé aussi de tenter quelque chose avec la Corée du Nord. Oui. On se souvient de cette image. Oui, mais parce que c'était un gars qui faisait des deals et qui était prêt alors à lâcher des trucs, si vous voulez, pour en obtenir d'autres. En disant, on fait un choix, ben, je prends ça, tu prends ça, et on s'arrange. Bon, ça, c'est des choses que nous ne savons pas faire. Et lui, ben, il faut reconnaître qu'il avait, avec son équipe, hein, il n'était pas tout seul, hein, mais ils ont fait des trucs étonnants. Et c'est un peu du réganisme dans le style. Mais justement. Et ben, vous dites, et moi, je suis très intéressé de voir l'évolution de l'Amérique, si vous voulez. Parce que, qu'est-ce qui va se passer après les midterms, si, comme tout l'indique, hein, si les républicains reprennent le pouvoir au Congrès et à la Chambre des représentants, à ce moment-là, le président est bloqué, il est obligé, il va avoir une pression terrible, le président Biden est bloqué, et là, comment ça va se passer? Parce que, indiscutablement, alors ça, c'est le problème des Américains aujourd'hui, il y a un écart qui s'est accru de manière considérable entre la vision des démocrates et qui est essentiellement une vision, d'ailleurs, pour le moment appuyée par les néoconservateurs, qui, je vous le rappelle, sont pour la 90% d'entre eux, et ça explique tout, des gens qui sont venus des pays de l'Est. La doctrine Brzezinski, si vous voulez, Kagan, et ainsi de suite, tous les gens qui ont fait la doctrine néoconservatrice, ils sont, Madeleine Albright, Soros, ils sont tous venus des pays de l'Est. Et ça explique beaucoup de choses. Ils ont une revanche à prendre. C'est pour ça que pour eux, c'est plus important d'attaquer la Russie, l'ensemble russe, que de s'intéresser à la Chine. Parce qu'eux, ils n'oublient pas les origines, d'où ils viennent. Vous voyez, c'est ça. Alors ça, c'est des choses qu'on oublie, nous, parce que, bah oui, on est dans notre système, avec les campagnes d'influence et tout, on ne veut pas regarder. Et ce que je dis, faire du renseignement, faire de l'intelligence économique, c'est aller au fond des choses. Non pas pour dire c'est bien ou c'est mal, moi vous ne m'entendrez jamais vous dire c'est bien ou c'est mal d'un côté comme de l'autre. Moi je dis tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. À partir de là, qu'est-ce qui peut se passer? Et là, quand on commence à réagir comme ça, alors on est plus intelligent, on est plus efficace. Bon, vous avez soulevé bien des sujets, j'ai envie de vous poser 3 questions, mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, les unes avec les autres. Sur la capacité d'être neutre, de bien voir la situation, de bien visualiser la situation, vous avez confiance dans le renseignement français aujourd'hui? Ben, je pense, si vous voulez, que les gens qui sont à l'intérieur des services de renseignement français, il y a de grands professionnels, de grands analystes, hein, indiscutablement, donc ils sont capables de faire ce travail, parce qu'ils ont été formés pour ça, ils savent le faire. Le problème, c'est ensuite, si vous voulez, quand on remonte dans la hiérarchie, il faut être sûr que ce message-là va être réellement le message qui est transmis. C'est ce qui explique souvent, il y a, au fur et à mesure, vous savez, on élague. Hein. En bas, c'est tout va mal, et puis on enlève à chaque fois, et à la fin, tout va très bien, Madame la Marquise. Bien sûr, c'est ce qui explique, selon vous, le limogeage du général Éric Vidot au début du conflit en Ukraine, parce qu'on a les vues satellites. On sait très bien que comme pour un exercice ou pour une manœuvre militaire, c'est quand même un petit peu bizarre.
Et les renseignements américains nous disent Poutine va attaquer. Mais, et les médias nous expliquent et si les qu'on le voit Américains... pas. Alors, question que je vous pose... Et si les Américains ont tort? Attendez, question que je vous pose sur ça. Et si les Américains disaient Poutine va attaquer parce qu'ils faisaient tout pour que Poutine attaque? Et donc c'était eux qui étaient en train de manipuler tout le monde. Et si c'était vrai? Alors pourquoi on limoge le patron de la DRM? Et si c'était vrai? Vous voyez? Eh oui, parce que le problème... Alors, je vais vous pourquoi dire, limoger alors le patron de la DRM? Non, mais je vais vous dire, le problème du renseignement par rapport aux politiques, c'est un problème terrible. C'est que le politique, qu'est-ce qu'il fait? Il lit le journal le matin ou il écoute la télévision le soir. Donc on lui dit, voilà ce qui vient de se passer, voilà ce qui va arriver. Bon. Le problème, c'est que personne à la télévision ou chez les journalistes n'a vérifié l'information. Parce que c'est ça le problème actuel. Aujourd'hui, et vous savez très bien, aujourd'hui le problème qu'on a, c'est qu'avant, à l'époque d'Albert Londres, un journaliste, c'était un journaliste d'investigation. Donc il cherchait, il passait beaucoup de temps. Et le journal investissait beaucoup d'argent. Et puis on avait à la fin une information qui était vérifiée, recoupée et tout. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a les agences de presse qui envoient un message. Hein, le rédacteur en chef du journal, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, fais-moi un papier de 10 lignes ou de 72 secondes pour tout à l'heure, pour dans une heure. Et qu'est-ce que fait le journaliste? C'est un expert de tous les internets et autres. Il utilise ses moteurs de recherche, il va faire un super papier. Et puis, les autres derrière, ils vont tous faire la même chose. Et à la fin de la journée, vous avez ce qu'on appelle un millefeuille médiatique, 50 explications géniales sur tout ce qu'on a dit, mais personne n'a été vérifié si l'information de départ elle est vraie. Et ça arrive souvent? Tout le temps. Notamment en Ukraine. On a vu dès le début la fameuse histoire de l'île au serpent. Mais bien entendu. D'ailleurs, je voulais vous en parler. On parle de manipulation d'information. Regardez l'île au serpent. Oui. On va résister. TF1, France 2, quoi. On sait maintenant que c'est complètement bidon. Ça a été complètement manipulé. Sur ce sujet-là, juste de l'Ukraine et sur cette manipulation-là d'informations, on découvre des charniers, surtout un nouveau récemment. Moi, je vais vous dire, quelle est votre vision? J'ai lu, je ne sais pas, j'ai pas plus d'informations que vous là-dessus, mais j'ai lu à Izium que les charniers en question, il y avait des croix dessus. Alors, vous m'excuserez, mais moi, j'ai jamais vu dans ma carrière des charniers avec des croix dessus. Ça n'existe pas. Et Boutcha? Boutcha, il y a une vraie question sur Boutcha. On ne sait pas encore. Moi, je fais partie de ceux qui ont connu Timisoara, à l'époque de la Roumanie, où pendant 2 ans, on a cru que c'était des horreurs absolues, puis après, on s'est aperçu qu'on s'est manipulé. Je ne sais pas, je suis incapable de vous dire ce qui s'est vraiment passé à Boutcha, mais je pense qu'il faut être très prudent. Je ne dis pas il n'y a pas eu de crime à Boutcha, je dis il faut être très prudent. En l'état actuel des choses, il y a des doutes des deux côtés. Je dis bien des deux côtés. Sachant qu'il y a des gendarmes français, des légistes français qui sont allés sur place et que... Oui, mais vous remarquerez qu'ils ont été étrangement silencieux. Ouais. Ah oui, mais ça pose question. Et l'ONU a lancé une enquête. Parce que quand vous découvrez des choses qui ne sont pas convenables, en général, ce qu'on fait, c'est on dit secret défense, comme ça vous ne pouvez pas parler. Mais j'ai bien dit, je ne sais pas, je n'ai pas les preuves, mais il y a des trucs, si vous voulez. Il y a un truc, moi, sur Boutcha, je vais vous dire, moi, ce qui m'a le plus gêné sur Boutcha. À la télévision française, pas la télévision française, c'était une télévision, je ne sais plus si c'est l'espagnol ou autre, enfin bref, il y a une télévision qui a montré une babouchka, comme on dit, une vieille femme, juste après le départ des Russes, et donc qui a dit, bon, ça aurait pu être pire, ça s'est pas trop mal passé, bon, et puis 3 jours après, on vous annonce qu'il y a eu des massacres et tout. Et pourquoi elle n'en a pas parlé? Oui, chronologiquement, le maire arrive, dit, on a libéré la ville, on est content, il a le sourire. Ouais, exactement. Et puis après, 2 jours après, on vous sort le truc. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de massacre. Vous savez, il n'y a pas de guerre propre. Il faut arrêter de croire qu'il y a la guerre, il y a les gentils qui vous embrassent sur la bouche et les autres qui vous assassinent. C'est pas vrai. Il y a des horreurs de tous les côtés dans la guerre. C'est clair. Malheureusement, mais c'est comme ça. L'homme est un loup pour l'homme, on le sait depuis toujours. Bon. Mais là, il y a des éléments d'un côté comme de l'autre qui font dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et moi, je suis très prudent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des horreurs, mais je ne sais pas qui les a commises. Et je me dis qu'il y a peut-être eu des horreurs des deux côtés.
Ceci dit, quand on voit les agissements de Wagner en Afrique... Mais oui, ce que je vous dis. Bon, non, mais c'est pour ça que je vous dis, non, mais je ne suis pas en train de vous dire. Bien sûr. Je ne suis pas en train de vous dire... C'est Oui. vrai, je suis très prudent. Moi, je ne vous dis pas, non, c'est les Ukrainiens. Non, pas du tout. Je dis, des deux côtés, il y a des horreurs. On sait, par exemple, que ce qu'on appelle les collabos en Ukraine, quand les populations sont... les collabos sont systématiquement éliminés par les Ukrainiens. Bon. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à Izium, les Russes sont partis avec tous les gens qui avaient collaboré avec eux. Ils se sont repliés avec tous les gens ils n'ont pas laissé. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils restaient, ils étaient tués. Bon, oui, il faut savoir ça. Hein? Bon. Donc, il y a des deux côtés, il y a des choses qui ne sont pas bien. Mais c'est normal. Les Ukrainiens, ils se battent avec leurs armes. Et dans le cas de leurs armes, il y a la propagande, qui est une propagande, évidemment, pour défendre les Ukrainiens. C'est pas moi qui vais les accuser de faire mal, ça. Ils font leur boulot, ils font la guerre, et dans la guerre, tous les moyens sont permis pour gagner. Donc il faut la... Voilà. C'est pas le seul théâtre de guerre. Le temps avance, je vais essayer quand même de balayer un peu d'autres domaines avec vous. Oui. Depuis quelques jours, dans le Caucase, ça recommence. Oui, pourquoi? Parce votre qu'on vision laisse des faire. choses. Ah, parce qu'on laisse faire. Bien entendu. La guerre au Caucase, elle a été faite par les Azéris avec l'appui des Turcs, pour récupérer une zone qui avait été conquise par les Arméniens au moment de l'indépendance. Le Haut-Karabakh. Bon. La guerre qui a été menée par les Azéris contre les Arméniens, bon, à la fin, les Russes sont intervenus en disant stop, on arrête la guerre et on se met au milieu. Bon. Comme les Russes sont en difficulté à Izium, il est évident que les Azerbaïdjanais disent c'est le moment ou jamais, pendant qu'ils ont des problèmes là, et je pense aussi pendant qu'ils ont leurs 50 000 hommes de l'autre côté, là-bas au bout, en Asie, c'est le moment ou jamais, ils ne pourront pas nous empêcher, on va en profiter pour récupérer une partie du Karabakh qu'on n'a pas eu la dernière fois. Avec l'appui évidemment du camarade du président de la Turquie, qui déteste depuis toujours les Arméniens, depuis qu'ils ont fait un génocide, il ne faut même pas oublier, qui a été le premier génocide du XXe siècle. Voilà. Donc, voilà. Sauf que l'Azerbaïdjan est armé lourdement, notamment par les Israéliens. Entre autres. Mais les Israéliens font du commerce. Oui, mais là, d'une part, et puis Israéliens, Amérique, Iran, Turquie, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Les Israéliens, bien sûr, ils font du commerce. Ils ont vendu des drones aux Ukrainiens. Ils ont vendu des drones aux Azerbaïdjanais. Bon, ils font du commerce. Et là, on commerce d'armes. Là, on n'est pas loin de l'Iran géopolitiquement. L'Iran. Non. Attendez. Je vous rappelle quand même. Attendez. N'oubliez pas quand même l'affaire américaine, quand les Américains ont vendu du matériel aux Iraniens en passant par Israël. C'est bien les Israéliens qui avaient fourni le matériel américain vous vous souvenez de cette sinistre affaire qui a coûté la tête à un des conseillers à l'époque du président américain, où les Américains avaient vendu avaient fourni de l'armement aux Iraniens. Pourquoi? Parce que les Iraniens se battaient contre les Irakiens. Et pendant que nous, derrière les Français, on soutenait les Irakiens. Donc ça, c'est la guerre par personne interposée. C'est le jeu de la géopolitique. Oui. On va revenir, vous avez parlé de midterms tout à l'heure, c'est une bonne façon de prendre le taureau par les cornes sur l'information. Parce que les midterms arrivent, vous l'avez dit dans les sondages, il y a une avance pour les Républicains. Oui. Mais je prends cet exemple-là, pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que les sondages l'écart se rétrécit, et cela peut s'expliquer par l'opinion publique qui est de moins en moins favorable aux Républicains, à cause des décisions sur l'avortement qui ont été prises par certains États. Et donc, Biden, pour cacher certains défauts de politique, attaque les Républicains en disant « mais ce sont des fous anti-avortement ». Ce jeu-là de l'information, on l'avait déjà vu lors de l'élection de Trump.
puisque les démocrates se disaient disqualifiés par l'intervention d'un phishing russe qui donnait des informations, publiait des informations qui étaient censées rester confidentielles pour les équipes de campagne d'Hillary Clinton. On est à quel niveau aujourd'hui d'informations fiables quand ça atterrit dans les médias, quand il s'agit d'élections? Est-ce qu'on peut faire confiance encore à nos démocraties occidentales? Si on ramène ça à la France, est-ce qu'une élection est véritablement démocratique? Sans parler de fraude électorale, en parlant uniquement d'influence dans l'opinion. Oh ben, y a des manipulations qui sont faites de l'opinion à travers les médias, les réseaux sociaux aussi. N'oublions pas les réseaux sociaux qui jouent un rôle essentiel là-dedans. Bon, et c'est sûr que vous avez dans tous les pays du monde, c'est pareil, vous avez les grandes puissances qui essaient d'influencer les débats. Bon, je lisais l'autre jour que la Russie avait envoyé aux hommes politiques dans les campagnes électorales 300 millions de dollars. Bon, c'est normal. Ceux qui disent ça, c'est les Américains. Moi, j'aimerais que les Américains disent voilà, nous, ce qu'on a envoyé. Ou voilà ce qu'on a fait avec nos moyens, réseaux sociaux et autres, pour influencer la politique. J'aimerais que le Qatar nous dise combien il a donné en France pour certaines élections. Parce qu'on pourra en parler aussi. Alors pourquoi l'information circule d'un côté et pas de l'autre? Parce que justement, il y a un système d'influence qui fait que ce qui est de votre côté, on n'en parle jamais, ce qui est de l'autre, c'est très mal. C'est toujours la même chose, si vous voulez. Bon, dans l'affaire que vous évoquez sur les Russes, l'affaire américaine, alors c'est indiscutable, c'est prouvé. Les Russes, ils avaient monté un truc avec leur société de Saint-Pétersbourg, là. Ils avaient envoyé, on dit à peu près, ils ont touché à peu près 240 millions d'Américains, donc les 2 tiers des Américains. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pas fait de la fausse information, c'est pas de la désinformation. Ils ont envoyé les échanges officiels qui avaient été interceptés entre Mme Clinton et son directeur de campagne. Et qu'est-ce qu'elle disait, Mme Clinton? Il faut les écouter. Elle disait, c'est moins que rien, comme dirait un de nos présidents, c'est sans dents, c'est minable, c'est pauvres gens, c'est misérable, pas pauvres gens, parce qu'elle n'avait pas de compassion, c'est misérable et tout. Et c'était son électorat. Bah, évidemment, l'électorat, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. En réalité, elle a été prise en train de montrer qu'elle méprisait totalement les gens qui les lisaient, mais qu'elle les utilisait pour se faire élire. Ben évidemment. Alors ça, c'est pas gentil de la part des Russes, c'est le moins qu'on puisse dire d'avoir fait ça. Mais quand on sait que Mme Clinton, deux ans après, à l'élection de Poutine, avait monté une manifestation à travers les réseaux sociaux, en Russie, une manifestation monstre pour l'époque. En Russie, il y avait 30 000 personnes, qui pour les Russes, c'était terrible, pour dire l'élection de Poutine, c'est un scandale, c'est illégal et tout ça. Il ne méritait pas de gagner, il a... Bon, bah, l'autre prêtait pour un rendu. Elle l'avait attaqué, il a répondu 2 ans après. Alors moi, je vais vous dire, j'approuve ni l'un ni l'autre. Parce que dans les 2 cas de figure, c'est pas normal que des grandes puissances puissent se permettre d'intervenir dans des élections démocratiques. C'est inacceptable, dans tous les cas de figure. Mais quand vous faites quelque chose, il faut aussi accepter que l'autre en face, il vous rende l'appareil. Bien sûr. Voilà. Et c'est ce que vous dites sur la définition d'une fake news, vous parlez de vraie fake news. Oui. Vous dites une fake news, quand elle marche, c'est qu'en fait c'est une real news, en fait. C'est vrai. Oui, mais si vous sortez quelque chose qui est vrai, si vous sortez quelque chose qui est vrai, ben, c'est une fake news, parce qu'en réalité, la fake news, là, c'est la révélation de quelque chose que les gens ne doivent pas savoir. Eh ben, vous avez beaucoup de gens en France ou ailleurs qui vous disent, dans une démocratie, on doit savoir. Alors moi, je réponds attention, parce que la transparence absolue a toujours amené la dictature. Dans toute l'histoire du monde. Donc quand des gens en France, j'entends certains aujourd'hui réclamer la transparence absolue, ils ne se rendent pas compte que ça débouchera sur une dictature terrible. Je vous demande donc ça, il faut faire attention. Alors, qu'est-ce que vous pensez des lanceurs d'alerte les lanceurs d'alerte, quand ils sont totalement honnêtes, les 30% qui sont vraiment honnêtes... 30%? Oui, je pense que il faut les encourager. Les 30% qui font ça, ou les 40, même les 40% qui font ça, pour se venger de quelqu'un dans l'entreprise, ou parce qu'ils n'ont pas eu les promotions voulues, parce qu'ils n'ont pas... Oui, il y en a beaucoup. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leur patron, et ainsi de suite. Il y en a plein.
Hein. Cela, il faut être quand même... C'est de la vengeance. Pour moi, la vengeance, c'est pas une alerte. Hein. Et puis les 30% qui font ça parce qu'ils ont été achetés par des gens à l'extérieur, ceux-là, il faudrait les condamner à la prison méchamment. Vous n'avez pas de nom à donner à Assange, Snowden? Non, mais il y a des cas. Dans les 3 cas, il y a des cas. Okay. Quand vous regardez le gars de la Falciani, là, si je vous donnais un nom quand même, Falciani, le gars de la banque suisse, qui est parti avec les fichiers, bon, il a joué les vertueux en disant « je donne les fichiers ». En réalité, il a essayé de les vendre pendant plusieurs semaines à pratiquement partout les fichiers hein. Oui. Il traverse la frontière suisse, il arrive en France, il donne ses fichiers aux Avant, Français. Il a essayé de vendre les fichiers. Oui, mais il y a, effectivement, on retrouve quand même beaucoup de Français qui ont des comptes en Suisse. Ah, mais attendez, mais je vous ai pas dit ça. Et le gouvernement ferme les yeux. Mais oui, mais non, mais je vous ai pas dit ça. En termes d'intérêt général, il est servi. Oui, mais moi, ce que je dis, c'est qu'au départ, c'était une opération pour gagner de l'argent. Il n'en avait rien à foutre, soit des Français ou autres. C'est pour gagner de l'argent. Donc, c'est pas bien. Par contre, ensuite, quand il les vend, ça c'est très bien, le fisc français va pouvoir sévir très bien. Hein? Oui. Mais l'individu est parfaitement immonde, parce que en réalité, il a fait ça non pas pour dire aux Français, je vais vous donner un truc qui va vous permettre d'attaquer ceux qui fraudent le fisc, mais en réalité, il a essayé de faire de l'argent là-dessus. C'est quand même pas la même mentalité, excusez-moi. C'est vrai que ça aurait été bizarre venant d'un Suisse de faire ça avec vertu. C'est une petite blague, pourquoi je dis ça? Ouais. Parce que dans l'actualité en Suisse, qu'est-ce qui se passe? 6,3 milliards pour les Américains pour l'achat du F-35. Oui. On a 36 avions de combat, déjà 36 avions de combat pour les Suisses. Bon. La Suisse qui rejoint la Grèce, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, le Danemark, l'Italie, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas et la Pologne. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Alors, on a l'Eurofighter, on a le Rafale. Oui, parce que les Américains vendent le F-35 en exerçant des pressions sur les États. Et la première étant, mais ce n'est pas le cas pour la Suisse, de dire, dans le cadre de l'OTAN, c'est pour l'OTAN, c'est simple, c'est de dire, vous êtes sous la protection nucléaire américaine, mais pour pouvoir accrocher une bombe nucléaire américaine sous un avion, il faut avoir le F-35 parce qu'on ne peut pas l'accrocher sur les avions type Eurofighter, Rafale ou autre, parce que les Américains refusent de nous vendre, et on les comprend, ils font du commerce. Hein. Voilà, donc si vous voulez, il ne faut pas se faire d'illusions. Même si ça commence à faire beaucoup lorsqu'on parle de solidarité européenne, il n'y a pas de solidarité européenne. Et pire encore, lorsqu'on parle de future défense européenne, si au niveau de l'industrie d'armement on n'arrive pas à s'organiser... Attendez, mais la défense européenne aujourd'hui, il faut être réaliste. Il y a qui fait des armes? Il y a les Français, les Allemands. Bon, hein, les autres, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup. Un peu les Italiens, excusez-moi, les Espagnols, les pays du Sud. Bon. Hein, les Américains vendent les armes. Nous, on a essayé, pour développer nos armes, de travailler avec les Allemands. Les Allemands ont fait capoter ces derniers temps tous les contrats qu'on avait avec eux. Donc on ne me parle pas d'une Europe de la défense de ce côté-là, puisqu'ils sabotent tous les accords que nous pouvons avoir avec eux sur l'armement, pour qu'on ne puisse plus faire de l'armement. Hein? Donc, ne nous faisons pas d'illusions. On est dans une guerre dans laquelle il y a d'un côté, sur le plan de l'armement et de la défense, hein, il est clair que les Américains, à travers l'OTAN et la guerre d'Ukraine, rend bien service de ce côté-là, imposent aux Européens d'acheter du matériel américain, et bien sûr ça tue l'industrie d'armement européenne. Bon, sauf si, et ça c'est un vrai problème, sauf si les Européens, je pense à ceux du Sud en particulier, décidaient de dire, eh ben, on ne parle plus d'Europe de la défense et on va vendre nos produits aux pays qui ne sont pas liés aux États-Unis, tous ceux qui refusent de signer les sanctions, parce que ceux-là, ils ne veulent pas de matériel américain parce qu'ils se méfient. Donc là, on a des formidables marchés à l'extérieur. Mais il faut avoir le courage d'y aller aussi. Hein. Ouais, ça c'est pour le F-35, et même si on rappelle que techniquement c'est un avion furtif, ça n'est pas forcément le cas pour mais qui a un énorme problème, il a d'énormes problèmes le F-35. Ah oui, en termes de capacité opérationnelle, on n'est pas... Ouais, exactement, et puis en plus il a un problème de pilotage. Hein. Il y a déjà eu quelques accidents spectaculaires. On a vu ça, alors que le Rafale est quand même un avion très fiable, et puis pour un territoire comme la Suisse, quel est l'intérêt d'être furtif? Quand on rentre sur le territoire, on est forcément repéré par... En très peu de temps, on traverse le territoire en très peu de temps. Ça, c'est pour l'air, c'est pour le ciel. Il y a aussi sous la mer.
Les Américains aiment bien nous embêter à ce niveau-là. On se rappelle de l'affaire des sous-marins australiens avec l'alliance AUKUS. Oui, mais vous avez vu les sous-marins australiens. On leur a dit, les Américains ont vendu l'idée aux Australiens qu'ils leur fourniraient des sous-marins atomiques. Hein, et puis pour le moment, on leur dit on ne pourra pas vous les construire parce qu'on n'a pas le temps. Donc alors ça va se terminer que je pense que les Américains donneront aux Australiens des sous-marins d'occasion atomiques. Et ce qui leur permettra de garder les sous-marins les plus performants en donnant ceux qui sont fatigués là-bas. Donc pour rappel là-dessus, Naval Group fait le déplacement, investit des milliards pour pouvoir construire 8 sous-marins lanceurs d'engins qui marchent au diesel parce que dans le cahier des charges, on ne nous dit pas de nucléaire. Pour finalement vouloir du nucléaire, mais à travers l'alliance AUKUS, Royaume-Uni, Australie, États-Unis, avec 10 ans de délai de livraison supplémentaire, alors qu'on allait pouvoir fournir, nous, Français, des sous-marins opérationnels. Oui, mais si vous voulez, c'est encore pire que ça, parce que, si je peux me permettre, parce que il y a un accord non écrit, bien sûr, qui existait entre les pays qui faisaient des sous-marins nucléaires, disant qu'on ne devait pas vendre de sous-marins nucléaires à d'autres pays que ceux qui ont déjà des sous-marins nucléaires, pour éviter la prolifération. Et donc, pour les Australiens, donc, il n'était pas question de leur proposer un sous-marin nucléaire. D'ailleurs, comme on a fait quand on a vendu des sous-marins au Brésil, pareil, les Brésiliens ont dit on veut un sous-marin nucléaire, on leur a dit nous, on ne peut pas vous livrer un sous-marin nucléaire. On a fait un truc un peu particulier, on leur a livré une coque qui a la taille pour mettre une centrale nucléaire, mais on n'a pas donné la centrale. Je pense que c'est les Russes qui la vendront, enfin ça c'est autre chose. Donc là, nous, on a donc respecté les accords internationaux, les règles internationales, et on s'est fait avoir, parce que les Américains ont dit, mais les règles, on s'en fout. Nous, donc on s'est fait totalement rouler dans la farine. Et alors ça, c'est souvent le cas avec les Américains, et en fait, il y a quelque chose qui l'explique, et vous l'expliquez très bien quand on écoute vos conférences, par exemple. En fait, au bout d'un moment, la force, de toute façon, ça compte. C'est-à-dire qu'il y a beau avoir des règles internationales, une coutume internationale, un droit international. De toute façon, quand on a l'armée la plus puissante du monde avec un budget... Oui, mais vous savez, moi je suis français, donc je suis attaché à mon pays et à défendre mon pays et les intérêts de mon pays. Je serais américain, j'applaudirais des deux mains sur leur stratégie et leur politique. Parce qu'ils défendent les intérêts américains. Vous n'allez pas me voir reprocher aux Américains de défendre leurs intérêts. Ils ont raison, de leur point de vue. De même que je comprends très bien que les Chinois défendent leurs intérêts, de leur point de vue. Bon, moi, je suis français. Donc moi, je dis à ce moment-là, c'est pas bien, ça se fait pas. Mais comme je suis un homme qui a vécu, dans le cadre de l'intelligence économique et du renseignement, un certain nombre de choses, j'ajoute, ça ne m'étonne pas et on aurait dû y penser. Quand on connaissait ça, on les honore. L'heure tourne, on va essayer de finir assez rapidement. J'avais noté une phrase, vous avez dit une définition, j'aimerais que vous trouviez le mot « Arriver à vous vendre ce dont vous n'avez pas envie en vous convainquant que vous en avez réellement le besoin ». Oui, c'est le marketing. C'est le marketing. Définition du marketing. Oui. C'est très intéressant d'avoir cette définition-là du marketing. C'est la vérité. Vous savez, là encore, il faut reprendre l'histoire. On parlait de l'histoire. Il faut reprendre l'histoire. Après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était à genoux. Le problème, c'était de produire de quoi on avait besoin. Donc pendant 15 ans, l'Europe, et surtout les grandes puissances, affaiblies par la guerre, on a monté la production, on a monté des usines. Ça a été le règne dans les entreprises, c'était le règne des ingénieurs de production. Tous les présidents des sociétés, c'était des ingénieurs de production, parce qu'il fallait construire, produire. Et puis, on est arrivé à un moment, au bout d'un certain nombre d'années, où la production a dépassé les besoins de la population. Et là, la question s'est posée de dire, mais, on ne va pas réduire nos usines, on ne va pas arrêter nos usines, donc comment on peut vendre plus à des gens qui ne veulent pas? Et là, on a inventé le marketing. On a inventé le marketing, c'est-à-dire convaincre les gens qu'il faut qu'ils achètent un truc dont ils n'ont pas besoin, en pensant que ça leur sera utile. Et ça a formidablement bien marché. Et là, on a eu des hommes de marketing à la tête des années 70, de 70 à 90 à peu près. On a eu des gens qui étaient
non, jusqu'à 85 à peu près, il y a eu des gens qui étaient les hommes de marketing et qui étaient les patrons des entreprises. C'est la grande époque de Procter & Gamble et tous les autres, c'était les références où il y avait toutes les techniques possibles, les créneaux, l'exploitation des créneaux et tout. Et puis après, on s'est aperçu que ça marchait de moins en moins parce que tout le monde pratiquait la technique. Ouais, on est les années 2000 à peu Voilà. près. Alors là, on a inventé les gestionnaires. Et on a vu arriver les gestionnaires. Alors là, on réduit les effectifs, on réduit les coûts, on fait les trucs. Enfin, mais on verse des dividendes. Voilà. Et puis après, on a vu arriver après les gestionnaires qui faisaient du profit, qui permettaient de gagner un peu plus qu'avant. On a vu arriver les financiers, on est sous le règne des financiers aujourd'hui, qui disent « Attendez, il faut que ça crache et les dividendes, c'est pour nous. C'est pas pour vous, c'est pas pour le personnel, c'est pas pour la recherche, c'est pour nous. » Et c'est la situation actuelle, et c'est une des raisons pour lesquelles on perd pied. On n'investit pas assez en recherche, c'est clair, et on n'a pas un personnel motivé parce qu'on ne les paye pas. Et on se fait voler nos talents? Ben, bien sûr. Attendez, les start-up françaises, moi je vais dans le numérique. Dans le numérique, on a des gens formidables. Les Français, on est très bons, très très bons. Bon, dans les start-up. Bon. Qu'est-ce qui se passe dans la plupart des cas? Quand vous voyez les listes dans les journaux spécialisés, le magazine, ou dans les salons, on dit voilà, les 10, les 20 start-up, machin. 3 ans après, vous dites où elles sont. Ah bah tiens, celle-là est en Chine, celle-là aux États-Unis. Pourquoi? Parce que sont arrivés des financiers qui leur ont dit attendez, vous êtes formidables, je triple votre salaire, je vous donne ci, je vous donne ça. Et puis qu'est-ce que font les gens? Ils disent oui. Eh oui. Comment refuser? C'est intéressant ce que vous dites là parce que j'aimerais qu'on essaie de faire de la prospective. Vous dites qu'on a du mal, on est un pays qui a du mal à se projeter dans l'avenir. On va essayer de le faire en conclusion. Donc, si je résume, années 80, marketing, naissance du marketing, on a des pionniers, on a des mecs qui sont plus forts, les États-Unis notamment développent bien ça, puis tout le monde commence à suivre à emboîter le pas, donc gestionnaire, puis actionnaire, donc financier. Ouais. Maintenant, on a un nouvel lore. La ruée vers l'or, c'est l'information. Oui, c'est clair. Et notamment les données personnelles. Donc les serveurs, les GAFAM, qui ont un stockage immense de quantité de données sur la vie des gens, leur opinion publique, leur opinion politique par exemple. C'est ça le nouvel or aujourd'hui. Donc ça va donner une société de quoi? Si on suit votre logique de marketing, gestion, finance, quelle est la suite? Je pense au métaverse. C'est la société numérique, c'est la société. C'est vrai que je crois que derrière les financiers, on va effectivement voir que c'est l'exploitation des données, la possession des données et l'exploitation des données qui donnent le pouvoir. Moi, j'ai un bon exemple avec les Américains sur le domaine de la santé, par exemple, qui rachètent toutes les données de santé dans les pays. Ils vous achètent toutes les données de santé de tout le monde. Bon, alors vous dites pourquoi? Parce que grâce à ça, ils vont pouvoir faire des études, des analyses sur quelles sont les tendances, le type de médicaments qu'il faut, et ainsi de suite. Tout ça, c'est une planification qui va se faire derrière. Bon, alors ce que je parle de la santé, mais vous pouvez l'avoir dans tout. Si vous connaissez les réactions des gens, je ne sais pas si vous savez, par exemple, que les Américains, c'est très intéressant, ils sont très bons, je l'ai dit tout à l'heure, moi je trouve qu'ils sont fascinants par moments. Facebook, par exemple, je ne sais pas si vous savez qu'il y a des spécialistes qui ont mis au point, des psychologues et des techniciens, qui ont mis au point un système qui fait que, avec 100 likes, vous savez, quand on appuie pour dire j'aime là, sur Facebook, eh bien, une fois que vous avez fait ça 100 fois, on peut vous dire ce que vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous achetez et tout. On vous connaît, avec 100 likes. Et vous n'avez pas dit un mot. Vous n'avez pas répondu à une seule question. Donc vous dites, moi, et j'en entends souvent des amis qui me disent, moi, avant au moins on ne pourra jamais m'avoir, je ne réponds pas aux enquêtes. Je dis, tu fais du like? On me dit, ouais, de temps en temps. Et je dis, ça n'a fait plus de 100 dans ta vie? Oh oui, sans doute. Eh bien, Coco, on te connaît. Il y a des gens qui savent comment tu es, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Voilà. Donc, si vous voulez, on est rentré dans ce monde-là, mais il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est la vie, le monde évolue, c'est comme ça. Par contre, ce qu'il faut, c'est, une fois de plus, je reviens toujours à la même chose, il faut analyser ça et dire qu'est-ce qu'on peut laisser partir, qu'est-ce qu'on ne peut pas laisser partir, qu'est-ce qu'on doit surveiller, qu'est-ce qu'il faut apprendre aux gens à contrôler. Parce que
regardez, par exemple, la RGPD, c'est génial, la RGPD, c'est vrai. Oui, on n'oublie qu'une seule chose, c'est que la RGPD, elle s'applique en Europe. Or, il n'y a pas de frontières sur Internet. Quand j'envoie un message, on peut le capter à l'autre bout du monde. Oui, mais grâce au RGPD, son application fait que la CNIL peut condamner à des millions d'euros Facebook. Ça s'est déjà vu au Google. Le gars qui est au Brésil, à Recife, qui écoute et qui stocke chez lui à Recife, vous allez le condamner à quoi? La loi européenne ne s'applique pas. Mais si vous n'êtes pas en Europe, la loi européenne ne s'applique pas. Donc on fait un RGPD mondial? Ben on ne peut pas. Ah non? Non, donc c'est bien. Oui, donc vous voyez les limites du système. Alors, je trouve le RGPD formidable, c'est vrai, tout le monde veut le copier. Très bien. Les Africains notamment, on copie quasiment. Et ils ont raison, parce que c'est un vrai système intéressant, et qui permet de réduire le risque. Mais de là à faire croire, comme certains veulent le faire croire, que le risque est zéro, c'est absolument faux. Puisque, en dehors de l'Europe, des gens peuvent vous enregistrer, vous écouter, vous stocker, et s'ils ne font pas l'erreur de venir en Europe, on ne les prendra jamais. Donc, il faut apprendre, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, et ainsi de suite. Dans son comportement personnel, ben oui, vis-à-vis de son téléphone. Donc en réalité, aujourd'hui, dans la société numérique dans laquelle nous rentrons, il faut qu'on fasse une formation de tout le monde pour leur expliquer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est comme dans la rue, on vous apprend à traverser sur le passage clouté, et de préférence quand le feu est rouge. Bon, une fois que vous l'avez compris, vous risquez moins. Mais si vous dites « je m'en fous », vous pouvez vous aller partout, mais vous risquez de vous faire écraser. C'est pareil. Donc c'est un apprentissage, si vous voulez. On rentre dans la société numérique, il faut qu'on apprenne à vivre avec la société numérique. Et pour ça, il faut être au courant, il faut comprendre, donc il faut pratiquer l'intelligence numérique, si vous voulez, ou l'intelligence économique appliquée au numérique. C'est simple. Ça, c'est pour l'avenir. Et bien, ça va faire notre conclusion. Justement, je vais vous laisser ouvrir là-dessus. Sur ce nouveau monde, j'ai envie de vous demander à quoi va ressembler le monde dans 50 ans, mais c'est un peu trop large comme question. Je vais juste vous imposer 2 contraintes. L'écologie, vous en parlez beaucoup d'ailleurs. Oui. Il va falloir à un moment donné, dans toutes les réflexions, même en intelligence économique ou en renseignement, prendre en compte à un moment donné l'écologie, puisque ça va devenir le nouveau fer de lance, et la numérisation de la société. Donc voilà, à travers ces 2 aspects-là. Alors, si vous voulez, sur le plan de la numérisation, on a eu l'occasion d'en parler. Ouais, je crois, bien sûr, on rentre dans un monde numérique et il faut à la fois apprendre à vivre dans ce monde numérique avec toutes ses contraintes, avec ses restrictions de liberté, parce qu'il faut bien dire que le monde numérique réduit les libertés démocratiques de manière très importante, avec l'agrément des gens. Quand vous appuyez sur le bouton et qu'on peut vous localiser, vous appuyez sur l'application, c'est pratique pour savoir où est la station d'essence, ok, c'est bien, ou le magasin où vous voulez acheter quelque chose, c'est très bien, n'empêche qu'il y a des gens qui savent où vous êtes. Aliénation de votre liberté personnelle. Ah oui, mais il faut... Donc, si vous voulez, cette numérisation dans laquelle on rentre nous réduit notre espace de liberté. Mais à partir du moment où nous l'acceptons, on dit oui, c'est normal, c'est la contrepartie d'avantages que nous avons à côté, pourquoi pas? Mais il faut en être conscient. De l'autre côté, il y a le problème de l'écologie. Ce qui est fascinant dans l'écologie pour moi, c'est de voir comment un problème qui est réel a été caviardé, tordu, par une idéologie politique qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Je vais m'expliquer. Regardez le coup du GIEC, par exemple. C'est remarquable, les études du GIEC, on ne peut pas dire le contraire. Pourquoi ils ont arrêté les études en amont aussitôt? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu prendre en compte ce qui s'est passé entre l'an 0 et l'an 2000, ou l'an 1900 et quelques, 1950. Bon. Pourquoi ils n'ont pas pris ça? Parce que s'ils avaient pris ça, ils auraient vu qu'un certain nombre de choses se sont déjà passées. Et ça pose des questions. Je ne sais pas si vous savez, par exemple, en 1770 ou 72, on dit, oui, quelque chose comme ça, ou 1780, enfin juste avant la Révolution, on a une ère glaciaire. Il y a eu une année de sécheresse où il y a eu 700 000 morts en France. À l'époque, en France, il y avait 25 millions d'habitants. 700 000 morts, vous savez ce que c'est? Par la canicule. On ne vous a pas dit pour autant qu'on était en train de... qu'il y avait la nappe d'ozone ou le gaz carbonique. Bon.
Aujourd'hui, l'écologie, on vous parle des voitures électriques, on vous parle de plein de choses. Bon, on essaie d'expliquer, on dit c'est parce que le progrès a tout foutu en l'air. Bon, c'est la théorie actuelle de beaucoup. Bon, mais quand vous regardez derrière, est-ce que la vraie question, c'est pas qu'on est passé de 1 milliard 500 millions d'individus en 1900 à 8 milliards aujourd'hui? Si vous êtes dans un appartement, que vous vivez à 2, et que dans le même appartement, hein, quelques années plus tard, vous êtes 10, vous voyez que les conditions de vie sont les mêmes? Vous voyez que le taux d'occupation des toilettes ou de la salle de bain est la même? De la cuisine est la même? C'est pas du tout la même chose. Alors comment on fait de l'écologie, Alain Juillet? On fait comme moi, je pense qu'il faut faire de l'écologie réaliste. Alors je reviens toujours à mon truc. Il faut arrêter de dire n'importe quoi, parce que Dieu sait, on nous dit n'importe quoi. Il faut regarder les choses en face. Oui, il y a un réchauffement climatique. Nous ne savons pas en réalité la part dans ce réchauffement climatique qui est due au progrès, la part qui est due à la population, la montée de la population, à la part qui est due à ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch, qui sont le fait que le Soleil se rapproche plus ou moins de la Terre, bon, selon les périodes. Bon, on ne sait pas tout ça. Il y a plusieurs choses qu'on ne connaît pas. Hein? Bon, alors, on sait qu'il y a un réchauffement actuellement. On sait qu'il faut lutter contre ce réchauffement. Mais il n'y a pas que des solutions négatives. Ce n'est pas uniquement en entrant en récession qu'on va le faire. On peut aussi imaginer comment faire pour vivre avec 5 degrés de température en plus. Parce qu'il y a une époque dans l'histoire du monde, on le sait, hein, où il y a eu des époques où il faisait beaucoup plus chaud que ça sur la Terre. Et il y avait des animaux qui vivaient, il y avait des êtres humains qui vivaient. Il y a eu ces époques où il faisait beaucoup plus froid. Oui, mais il n'y avait pas les territoires qui menaçaient de disparaître avec la montée des eaux, par exemple. Oui, mais attendez, les îles Kiribati, elles n'existaient pas en l'an 1000. Elles sont sorties, le corail est sorti de l'eau progressivement après 1000. Donc, elles sont peuplées par des navigateurs après. Alors, il y a des îles qui émergent, il y a des îles qui disparaissent, bah oui. Il y a l'eau qui monte, mais ça fait partie de l'histoire de la planète. Hein. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas un réchauffement, pas du tout. Ce que je dis simplement, c'est que arrêtons d'être uniquement dans un processus de pénalisation, d'écologie punitive, si vous voulez, et idéologique, et essayons d'avoir une écologie réaliste, dans laquelle on dit, bon, il y a des trucs qu'on exagère, eh bien, apprenons la sobriété, oui, mais sobriété ne veut pas dire arrêter tout, hein, mais apprenons la sobriété, mobilisons nos chercheurs pour trouver des solutions. Regardez par exemple les pièges à carbone, on nous parle de décarbonation. La meilleure solution, c'est les pièges à carbone, c'est-à-dire trouver des solutions qui fassent qu'on fait rentrer le carbone et on l'enferme dans les sous-sols. Bon, là-dessus, il y a un champ énorme. C'est énorme. On commence à savoir des trucs pour le faire. On n'en parle pas. On parle de la voiture électrique. Bon, enfin, c'est un scandale, la voiture électrique. Parce que la voiture électrique, en définitive, on transfère la pollution de nos pays sur les pays pauvres producteurs de terres rares. Parce que là, par contre, on demande à des malheureux, dans des conditions épouvantables, hein, et avec une pollution maximale, on leur demande de produire les métaux rares et les terres rares qu'on va utiliser dans les batteries qu'on va mettre chez nous. Hein. En réalité, on condamne des pauvres gens à l'autre bout du monde pour notre bien-être. C'est moral, ça? C'est une honte. C'est une honte. Donc c'est pour ça qu'il faut, donc si vous voulez, l'écologie, et moi je suis convaincu, il faut réagir, il faut faire des choses, il faut se motiver, mais en étant, une fois de plus, réaliste. Hein. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien sûr, quand ils nous ont vu se déchaîner sur les voitures électriques, ils ont dit, pour les Occidentaux, on va devenir les rois des batteries. Aujourd'hui, c'est les plus gros producteurs de batteries, bien entendu, hein, qu'on va mettre sur nous. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il a dit, Yiping? Il a sorti un texte en disant « Dans 10 ans, je veux que les voitures en Chine fonctionnent à l'hydrogène. » Ah, personne n'en parle. Dans 10 ans, les premières voitures en hydrogène vont sortir en Chine. Ben, vous allez voir à ce moment-là comment elles vont envahir le monde, alors que nous, on sera encore en train de produire des voitures électriques polluantes. Eux, ils seront... avec les batteries polluantes, et qu'on ne saura pas où les défaire quand elles sont usées, parce qu'en plus il y a un problème de dépollution, hein, à la construction, après à la fin, bon, on va remplacer ça par quoi?
Là-bas, ils vont arriver avec un système à hydrogène qui est évidemment, on le sait très bien, le meilleur de tous les systèmes, puisqu'il n'est pas polluant. Ceci dit, on a déjà en France des bus à l'hydrogène, je pense à la ville de Pau notamment, qui a Ah 100% de mais bus à l'hydrogène. la preuve que c'est possible. Oui, on en est capable. Oui, ça c'est assez passionnant le fait de savoir qu'on ne parle jamais à l'hydrogène. En fait. Mais voilà. Alors, et on a déjà des systèmes. Alors, les écologistes vous disent, les punitifs vous disent, ah oui, mais l'hydrogène, c'est très polluant à fabriquer. Mais excusez-moi, mais quand je vois la pollution pour les batteries, il faudrait quand même qu'on soit un peu sérieux quand même. Seulement l'hydrogène, on va produire l'hydrogène ici, alors que les batteries, on fait faire le sale boulot par les malheureux. C'est comme le nucléaire, hein, stocker les pales d'éoliennes dans des champs éoliennes en Allemagne ou en Pologne, c'est bon. Par rapport à une centrale nucléaire qui ne rejette pas de CO2, bon, voilà, on peut se poser la question. Mais vous savez que, je ne sais pas si vous savez, un barrage en France, on est payé, on en a fait des barrages, hein. Un barrage représente la production en moyenne de 400 éoliennes. Vous ne croyez pas qu'il faudrait mieux être 2 ou 3 barrages de plus en France que de mettre des éoliennes partout, qui ne marchent que dans certaines conditions, hein, quand il y a du vent, quand il n'y a pas de vent, mais il ne faut pas trop de vent. Bon, je ne suis pas contre les éoliennes, parce que ce que je dis, c'est que chaque pays dans le monde, chaque zone, en fonction de son climat, il y a des systèmes qui marchent mieux que d'autres. Aujourd'hui, les Marocains, ils ont mis en place une centrale à base de panneaux solaires dans le sud, hein, qui fournit plus et moins cher que le nucléaire français. Donc c'est le top actuellement. Bon. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a un soleil de plomb. Dans les pays arabes, on peut faire ça. Bon, par contre, chez nous, c'est déjà beaucoup moins. Et oui, parce qu'on a des nuages, on a tout ça, et c'est moins performant. Par contre, pourquoi on ne paye pas quelques barrages de plus? Personne ne parle de barrages. Hein? Pourquoi on ne parle pas d'hydrogène? Vous voyez, alors moi c'est ça, si vous voulez, je suis convaincu par l'écologie qu'il faut faire quelque chose, mais c'est une réalité. Il faut faire face. Il faut faire face dans le temps, pas par des petites mesurettes, en face dans le temps. Et pour ça, il faut bien regarder ce qui se passe, et il ne faut pas rêver. C'est comme si on construit un EPR sur une zone sismique, quoi. Ouais, c'est en fonction de la géographie et des territoires. Dans ce cas-là, vraiment, je vous embête plus après. Mais quand même, on va ouvrir encore plus. Vous parliez à l'instant des terres rares qu'on va chercher en Afrique. On pense au cobalt pour nos téléphones, on pense à plein de choses comme ça, parce que le système informatique aujourd'hui marche avec des 0 et des 1 et qu'on a besoin de passer des courants. Bon, on ne va pas rentrer dans la technique. Mais bientôt, il est possible, peut-être un jour, alors à plus ou moins long terme, de passer au quantique. Ah, ça va arriver. Et moi, je voudrais vous entendre là-dessus. Parce que le jour où le quantique, c'est l'avenir. Hein. C'est l'avenir dans le numérique. D'abord, ça sera une révolution totale, puisque on passe du système que vous avez évoqué, 0 et 1, du système binaire actuel du numérique, on passe à tous les chiffres possibles entre 0 et 1. Donc c'est évidemment, ça multiplie les capacités, les possibilités de manière incroyable. En plus, on voit sur le plan physique, le quantique ouvre certains horizons sur les plans, différents plans. On change les dimensions, on peut avoir plusieurs dimensions, on peut avoir une délocalisation d'un point sur l'autre. On est dans un autre monde, on rentre dans un autre monde, même pour notre système de pensée. Il va falloir que nous, on s'adapte à une vision physique du monde, si vous voulez, et son environnement, très différente de celle qu'on a aujourd'hui. On rentre dans autre chose. Bon. Il faut s'y préparer. Alors, il y a des sociétés qui travaillent en France. Il y avait Atos, Atos par exemple, qui a travaillé, qui est la société française qui a le plus avancé sur les ordinateurs quantiques. Mais là aussi, vous voyez, moi, les ordinateurs quantiques, on dit, alors, on dit, parce qu'on n'a pas toujours les chiffres, on dit qu'aujourd'hui, ceux qui investissent le plus sur les ordinateurs quantiques, c'est les Chinois. Alors, le chiffre qu'on donne, c'est 40 milliards de dollars. Les Américains sont les numéro 2 avec 14 à 16 milliards de dollars. Et nous, je crois qu'on est à 2 ou 3 milliards de dollars. Bon, comme j'ai eu l'occasion de le dire, qui va gagner? C'est clair. L'argent ne fait pas tout non plus. Non, oui, mais quand vous... Google a des avancées dans le mais la recherche, si vous voulez, quand vous faites de la recherche, quand vous avancez avec des moyens financiers importants sur la recherche, vous faites des progrès. Même si vous n'êtes pas bon, même si vous êtes nul, vous faites des progrès. Vous savez, Huawei qui a été très critiqué pour cause. La 5G. Oui, avec la 5G. La 5G, où Huawei étant supposé écouter tout le monde,
alors que c'était jusqu'à maintenant le monopole des Américains. Bon, Huawei, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est très intéressant. On leur a dit, c'est Trump qui a eu, il a su, il fallait, ça tapait, ça fait mal, hein, c'est clair. Il a tapé très fort, il a dit, vous, terminez. Mais pour vous coincer, on va vous empêcher d'avoir les fameuses puces. Hein, les puces qui permettent justement de faire tout ça. Personne n'en parle. Huawei, il a pris un coup, ils ont perdu 30 ou 40% de leur chiffre d'affaires. Il y avait Trudeau aussi avec Trump. Oui, mais vous regardez derrière, et vous apercevez que Huawei, c'est la société dans tout le numérique qui investit le plus en recherche et qui dépose le plus de brevets. C'est-à-dire que Huawei est en train de rattraper non seulement son retard, mais un jour on va se réveiller, ils auront pris une avance. C'est ça qu'il faut regarder. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il faut qu'on regarde. Il faut avoir l'œil ouvert, il faut être curieux, il faut pas avoir d'a priori, il faut arrêter de considérer qu'on est meilleur que tout le monde. Non. Il faut se dire que quelque part dans le monde, tout le temps, il y a des gens qui trouvent des choses que nous n'avons pas trouvées et qui, s'ils ont la volonté de le faire, nous passerons devant si on n'a pas la capacité d'identifier ce qu'ils ont trouvé et de faire la même chose en mieux si on peut. Donc j'ai 24 ans, vous êtes optimiste ou pessimiste pour moi? J'ai toujours été un incurable optimiste, sinon je ne serais pas là où je suis. Merci beaucoup Alain Juillet.